Alors, merci d'être là, malgré les intempéries, formidable. Donc, dans le cadre du cycle de conférences du GNIPL, qui sont consacrées donc aux matinées du corps, nous accueillons aujourd'hui M. Frédéric Tordeau pour une conférence débat intitulée « Le corps connecté ». Alors, lors de notre précédente rencontre, le samedi 11 octobre, nous avions reçu le docteur Guiardi, psychiatre et psychanalyste, qui a développé une réflexion vraiment passionnante sur les somatoses ou les psychosomatiques. Bon, je vous encourage à lire son livre. Monsieur Arnaud Alloy, qui était là aussi, maître de conférence en anthropologie à l'Université de Nice, qui nous avait présenté les résultats de son étude sur les apprentissages sensibles de personnes atteintes de psoriasis. Et enfin, M. Nguyen, kinésithérapeute et orthésiste, qui nous avait parlé du syndrome régional douloureux complexe, c'est-à-dire une affection survenant après un traumatisme et générant des douleurs chroniques sans lésions nerveuses identifiables. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir M. Frédéric Tordeau, qui est psychologue clinicien, docteur en psychologie et chercheur associé à l'Université Paris-Cité, responsable et fondateur du diplôme universitaire de cyberpsychologie clinique et psychopathologie contemporaine à cette même université. Donc je vais citer quelques-uns de ses ouvrages. Le numérique et la robotique en psychanalyse, Le moi cyborg, psychanalyse et neurosciences de l'homme connecté, et avec Serge Tisseron, L'enfant, les robots et les écrans, ou Comprendre et soigner l'homme connecté, manuel de cyberpsychologie, et avec M. Albert Chicone, Psychopathologie du sujet contemporain. Vous avez ces ouvrages qui sont là, si cela vous intéresse. Alors, notre époque, on peut le dire ainsi, voit émerger une sorte de nouvelle identité humaine, une transformation simultanée du psychisme et du corps sous l'influence des technologies numériques. C'est précisément ce que la cyberpsychologie explore en étudiant les effets des interactions avec les machines sur la subjectivité, l'image du corps et sur l'identité. Les technologies ne sont plus de simples outils extérieurs, elles modèlent notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. C'est cette transformation profonde que nous allons aujourd'hui interroger et mieux comprendre avec M. Tordeau. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Mme Jacqueline Pariente, à ma droite, psychologue et plasticienne, qui porte un grand intérêt à la figure humaine. Et tout au long de cette matinée, comme la précédente, elle reprendra son travail de performeuse en réalisant une improvisation de modelage en argile, en écho aux réflexions de cette rencontre d'aujourd'hui. Nous vous proposons aussi, par la voix et le corps de Fabien Duprat, comédien et psychanalyste, la lecture de 2 poèmes de Gerasim Lucas qui viendront scander et rythmer la matinée. Avant de donner la parole à notre intervenant, je voudrais donc laisser Jacqueline, notre plasticienne, dire quelques mots. Voilà, c'est juste un petit mot sur une anecdote qui s'est produite à propos de la séance dernière. J'avais fait un modelage qui est ici et qui n'est pas tout à fait celui que j'avais fait le mois dernier, puisque je vidais les pièces et après je les ai fait cuire. Et à la cuisson, il y a une pièce qui a éclaté. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que le thème du mois dernier, c'était morceaux de corps morcelés. Et qu'effectivement, l'inconscient était passé quelque part. Et voilà. Et donc j'ai recollé. J'ai gardé les morceaux et je les ai recollés. J'ai trouvé que ça faisait quand même pas mal. C'était une bonne illustration du thème précédent. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette conférence sur effectivement le corps connecté. Je vais faire ma présentation en deux parties distinctes. Le corps connecté sera évidemment une des 2 parties, mais d'abord je vais introduire cette première partie par le contexte dans lequel nous nous trouvons d'une psychopathologie contemporaine, pourrait-on dire, parce que ce qui est essentiel à penser entre nous pour comprendre précisément ce que nous allons aborder ensemble ensuite sur le corps connecté, c'est qu'on assiste à une bascule anthropologique
fondamentale qui a des conséquences sur la façon dont le sujet va se comporter, dont il se représente soi-même et les autres, ainsi que sur la manière dont il va faire face à de nouvelles expressions de souffrance psychique et sur la psychopathologie. Donc, cette bascule anthropologique, elle a des conséquences et des transformations dans la construction des subjectivités, des identités, des relations, dans l'émergence de nouvelles souffrances psychiques, dans des formes de présence au monde, en lien avec les technologies, donc ça c'est le domaine de la cyberpsychologie clinique, et dans l'espace thérapeutique. Et donc tout ça c'est le champ de la psychopathologie contemporaine, du sujet contemporain. Alors, pour comprendre ce qu'on peut appeler psychopathologie du sujet contemporain, il faut envisager précisément le contexte contemporain dans lequel le sujet se trouve. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans le contexte d'une désubjectivation. En 1989, peut-être savez-vous que Jean Baudrillard évoquait un individu incapable de véritable subjectivation. Être sujet, en effet, c'est s'affronter à une altérité, c'est mobiliser sa subjectivité, c'est développer une pensée réflexive, mais à l'inverse, l'individu tend, lui, au contraire donc du sujet, à faire simplement fonction dans un ensemble, comme opérateur, comme agent de la masse ou simplement comme consommateur. Alors Zygmunt Bauman, il va prolonger ce diagnostic en décrivant une vie liquide, c'est-à-dire une vie de consommation où les individus traitent les fragments du monde, personnes et choses, comme des objets qui perdent leur utilité aussitôt qu'on les utilise. C'est-à-dire que personnes et objets sont traités comme des biens périssables, des produits jetables. Alors le monde contemporain favoriserait, autrement dit, une forme de réification du sujet, selon le philosophe allemand Axel Honneth, dont l'expression la plus courante va consister à se traiter soi-même et les autres comme des objets. Alors, au sein de ce contexte contemporain, on assiste aussi à une dérégulation des liens sociaux, du lien social, du lien groupal, familial, parce que on est les témoins de dérégulations multiples, rupture des schémas traditionnels de la transmission, des modèles éducatifs contradictoires, surcharge des tâches parentales, des crises économiques, environnementales, politiques, menaces sur le travail par les intelligences artificielles, menaces de guerre, etc., etc., etc. Tout ça crée des disruptions contemporaines qui affectent aussi les liens primaires d'attachement. De nombreux parents ou éducateurs qui sont absorbés par le travail, les crises, la consommation, les contraintes du quotidien deviennent de plus en plus indisponibles psychiquement. Et comme ils sont indisponibles psychiquement, ils ne parviennent pas suffisamment à renvoyer l'enfant à sa propre vie psychique. Alors vous savez, hein, c'est la fameuse formule de Winnicott, hein, quand le bébé regarde sa mère, qu'est-ce qu'il voit? C'est lui-même, c'est-à-dire que sa mère fait miroir parce qu'elle lui renvoie sa propre subjectivité. Bon, imaginez-vous qu'il y a un très grand nombre de dérégulations dans le lien social qui créent des micro-ruptures dans la relation qui fait que le parent est moins disponible psychiquement à l'enfant. De la même manière, les enfants vont se tourner vers les écrans, les intelligences artificielles, les réseaux qui prennent progressivement la place des canaux classiques de la transmission. Et à cela s'ajoute la technoférence parentale liée à l'usage intensif des écrans par les adultes qui va interférer dans la relation parent-enfant, c'est-à-dire qu'effectivement, si je suis dans une relation avec mon enfant et que je mets constamment une technologie comme écran à la relation, bien sûr que je crée, encore une fois, des micro-ruptures dans les attachements. Bien sûr, ce n'est pas pour dire que la technologie en est responsable, hein, parce que si on s'intéresse à la dynamique familiale, on voit bien que l'écran est souvent lié à un dysfonctionnement familial, qu'il faut interroger évidemment la dynamique familiale sous-jacente. Mais toutes ces dérégulations, tous ces changements, cette disruption contemporaine va mettre à mal les liens entre les individus,
où les relations vont devenir plus labiles, plus précaires. Et cette fragilisation du lien, elle va aussi se manifester dans le numérique, où l'autre peut être recherché pour correspondre exclusivement à des intérêts. Le ghosting, qui mettre fin à une relation sans avertissement, va illustrer ce phénomène. Mais de même, la sexualité qui va pouvoir devenir par le biais d'applications de rencontres, un objet de consommation, où l'autre va être rencontré via des applications et consommé, puis jeté. Alors un bon exemple de ce malaise de la subjectivation, qui à mon avis, encore une fois, et c'est ça qui est important à vous dire, c'est que ce malaise dont je parle, il est transnosographique. C'est-à-dire qu'il est transorganisation psychique. Il concerne tout le monde, autrement dit. Alors un bon exemple de ce malaise se trouve dans l'épisode Hanks et Gigi de Black Mirror, de la série dystopique Black Mirror que vous devez connaître. Alors dans cet épisode, l'épisode 4 de la saison 4, les célibataires vont être soumis à une intelligence artificielle qui leur impose des partenaires successifs. Et Amy, à gauche, va rencontrer Frank. Une connexion très forte va se créer, une connexion de désir, mais l'intelligence artificielle en a décidé autrement et limite leur relation à 12 heures. Donc elle met une date d'expiration à la relation. Et ils sont alors obligés de replonger dans le cycle des rencontres éphémères. Et peu à peu, on voit Amy se détacher d'elle-même. Et elle va décrire une expérience extracorporelle, comme si elle sortait de son corps. Donc c'est une forme de dissociation, c'est-à-dire que pour supporter l'insatisfaction et l'absurdité de la situation, elle va se couper progressivement de son corps, mais aussi donc de sa spontanéité, et elle va devenir froide, mécanique, apathique, désinvestie. Et pourtant, dès que Frank revient, elle se réanime, signe que son effacement de soi est directement lié à ce contexte aliénant. Et précisément, ce contexte contemporain, il va créer un certain nombre de nouvelles formes de souffrance psychique parce que, comme vous voyez, les repères habituels de la subjectivité sont brouillés. Mais ils sont brouillés parce que, précisément, on est au cœur d'une disruption, au cœur d'une rupture anthropologique. Et une de ces conséquences, c'est une forme d'extinction psychique, c'est-à-dire que le sujet va s'éteindre, il est vide. Et pour créer ce vide, un des mécanismes utilisés en particulier est précisément la dissociation. Alors en psychologie, vous savez, la dissociation, c'est un processus de séparation entre des éléments psychiques habituellement réunis. Autrement dit, c'est une rupture dans l'unité psychique qui permet au sujet de mettre à distance momentanément certaines expériences psychiques pour maintenir un équilibre psychique. Classiquement, c'est la dissociation traumatique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes impacté par un événement traumatique, l'événement traumatique va impacter votre psychisme. Votre psychisme ne va pas pouvoir le réguler puisque la charge économique est trop importante. Donc vous allez vous dissocier pour effectivement différer et temporiser d'une certaine façon cette charge économique. Mais il y a une forme de dissociation qui émerge dans le contexte contemporain, vous l'avez compris avec l'épisode qui illustre ça de Black Mirror. C'est aussi une séparation dans l'unité psychique, mais entre le sujet et son double, c'est-à-dire entre les expériences psychiques, notamment conflictuelles à l'intérieur de nous, et les moyens qui permettraient de se les représenter. Donc, le conflit psychique est évacué de la scène, ce qui aboutit à ce qu'on pourrait appeler l'effacement ordinaire du sujet contemporain. Donc là, on a une rupture dans la subjectivation, c'est-à-dire que, puisqu'on se dissocie, on s'extrait de soi, on se dissocie également de ce qui nous affecte, fait conflit entre nous et le monde, et on se coupe du conflit psychique et donc de l'autoreprésentation. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Alors Adeline, donc c'est un exemple tiré de ma clinique qui a été évidemment transformé. Elle travaille dans les ressources humaines. Elle dit ne plus supporter être dans une entreprise qui ne fait que de l'argent.
Elle ne parvient plus à envisager la vie avec tous ces gens pourris par l'argent qui considèrent les autres comme des produits. Il y a quelques années, elle était encore carriériste et positive. Elle dit avoir passé son temps à faire semblant parce qu'il faut travailler pour gagner de l'argent. Et dans sa précédente entreprise, elle devait faire un tableau avec le nombre de salariés à licencier et le coût économique que cela représentait. Aujourd'hui, elle a de plus en plus l'impression de faire des tâches d'une manière mécanique. Elle se sent dissociée. Mais récemment, sa responsable lui a demandé de préparer le licenciement d'une collègue à qui elle est fortement investie, attachée. C'est à cette occasion que ma patiente va s'effondrer et elle va être mise en arrêt. Et paradoxalement, dans cet effondrement dépressif, la patiente va recoller à elle-même. Elle ne fait plus semblant de supporter ces situations contraires à ce qu'elle est. Donc vous voyez, elle est dans un contexte contemporain où on lui demande d'accomplir des tâches qui sont totalement contraires à ses valeurs, à son humanité, à son idéal. Elle se dissocie pour pouvoir continuer à fonctionner, parce que c'est ce qu'on nous demande. L'impératif principal dans la société, c'est continuer à fonctionner, continuer à avancer. Donc elle se dissocie pour continuer à fonctionner, et ce qui lui permet d'une certaine façon, ce qui la sauve, c'est qu'à un moment donné, sa responsable lui demande effectivement quelque chose qui dépasse complètement, enfin qui vient la réhabiter, la réanimer, la reconnecter à elle-même dans un effondrement dépressif. Alors évidemment, c'est un effondrement dépressif parce que d'une part, on lui demande de licencier une personne à qui elle est attachée, mais d'autre part, parce que tout ce qui a été temporisé par la dissociation traumatique revient. Mais il vaut mieux cette dépression qu'une autre, dont on va parler un peu plus tard. On observe donc chez Adeline deux étapes. Une première étape qui consiste à être affectée par une situation qui rentre en conflit avec son humanité, et une deuxième qui est celle de la dissociation et qui la protège de ce conflit psychique. Le conflit psychique est évacué de la scène. L'autoreprésentation est évacuée de la scène. Alors un autre exemple tiré de ma clinique, Catherine se sent traitée comme une machine au travail. Il faut travailler, ne pas s'arrêter. Mais, dit-elle, je suis morte à l'intérieur de moi. Tout le monde attend qu'on clique sur un bouton pour que je redémarre. Mon médecin traitant le premier. On est traité comme des chiffres, comme des numéros. Et maintenant, j'ai besoin de médicaments pour flotter à la surface de moi-même. L'origine de sa problématique, donc c'est un nouveau manager qui a vampirisé son enthousiasme en l'instrumentalisant. Elle se sent aujourd'hui remplaçable. Mais surtout, elle se demande, et si elle change de travail ou de secteur, est-ce que les choses vont réellement évoluer? Ou va-t-elle retrouver la même dynamique déshumanisée dans une autre entreprise? Ça, c'est vraiment très intéressant à penser qu'effectivement, on reste aussi dans ces situations parce que précisément, on a peur de tomber sur exactement les mêmes situations dans un autre contexte. Donc, en se coupant d'une partie de lui-même, en adoptant cette dissociation généralisé, eh bien, le sujet s'efface peu à peu de ce qui le fait vivant, de ce qui lui permet de rentrer en conflit avec le monde. Il devient adaptable à des situations qu'il pouvait juger auparavant comme déshumanisantes, comme épouvantables. Il, encore une fois, se coupe de son conflit psychique. Alors, dans ce contexte, peu à peu, le sujet s'éteint ou se sent éteint, mais c'est plus rare, conduisant à des états d'extinction, c'est-à-dire que les souffrances sont neutralisées, mais elles sont là. Le sujet verse dans le neutre. Alors il peut s'en plaindre, comme je disais, mais la plupart du temps, il avance comme un zombie. Lorsque la personne devient spectatrice de sa propre existence, alors quand la plainte, elle est présente, elle est régulièrement tournée sur le versant de l'épuisement somatique. C'est pas « je vais pas bien », je suis triste, c'est la lassitude, le ras-le-bol, le burn-out, la charge mentale, etc. Vous voyez, c'est vraiment un déplacement. Les souffrances psychiques sont neutralisées, sont déplacées sur le corps. J'en ai ras-le-bol, je suis fatigué, j'en peux plus, je suis épuisé, etc., etc. Et
c'est le signe donc du fait que le sujet devient un être mécanique qui n'habite plus vraiment sa vie psychique, qui se regarde vide dans un mal-être de la subjectivation. Et beaucoup de nos contemporains aujourd'hui se sentent sans vie. Alors chez certaines personnes, c'est une forme de dissociation généralisée n'est plus seulement un moyen de régulation, mais plus fondamentalement un organisateur psychique qui va définir un nouveau mode d'existence. Donc là, on n'est plus du côté d'Amy qui se dissocie ponctuellement pour faire face à une situation intenable, mais il y a quelque chose qui devient permanent dans le fonctionnement psychique. Et lorsque la dissociation devient permanente, j'appelle ça les problématiques limites de la subjectivation. Donc je fais la différence entre le négativisme ordinaire qui conduit à des formes d'extinction psychique chez le sujet contemporain, comme on peut l'observer avec Adeline ou chez Amy de la série, d'avec la négativité où au contraire les individus sont non seulement à la recherche du vide, mais sont eux-mêmes parcourus par un vide interne qui confine au néant. Parce que, si vous voulez, toutes ces dérégulations contemporaines, elles peuvent avoir aussi un impact non seulement sur la production d'une dissociation, qui a tendance à se généraliser, mais aussi sur le réveil ou l'amplification de traumas négatifs qui organisent autrement des trous dans le psychisme. Donc c'est ce qu'on appelle en psychanalyse des traumas négatifs, car le sujet va être impacté par ce qui manque dans l'environnement primaire, et donc ces trous sont des gouffres qui vont aspirer le sujet dans le vide. C'est aussi ce qu'André Green a appelé le narcissisme de mort, le narcissisme négatif. Mais afin d'éviter de se laisser entraîner au fond de ce gouffre interne, de ces multiples trous qui sont organisés par toutes ces dérégulations dans les liens primaires, eh bien, le sujet va mettre en place un système de rupture avec lui-même à l'image de la dissociation, mais d'une manière plus durable, c'est-à-dire que la dissociation va devenir clivage entre le sujet et son double. Il va y avoir une séparation de soi à soi qui va aboutir à un effacement de la subjectivation, un effacement du sujet, de la possibilité de se construire en tant que personne, etc. Mais cette situation, elle va être évidemment vécue d'une manière inconfortable, parce que du même coup, à partir du moment où vous vous dissociez, vous clivez de la possibilité de vous auto-représenter, eh bien, du même coup, vous clivez de la possibilité, enfin, vous créez une discontinuité dans le sentiment d'existence. Et donc, ce qui va occuper effectivement un certain nombre de nos contemporains, c'est précisément être angoissé à l'idée d'exister ou plus exactement de ne pas exister. Ok. Alors, pour échapper à ce vide, les sujets, comme je vous l'ai expliqué, effectivement, utilisent une forme de dissociation, mais aussi des pratiques dissociatives. Ces pratiques vont les protéger temporairement de l'expérience du vide, mais paradoxalement vont maintenir ce vide. Alors moi, j'appelle agir dissociatif ces formes contemporaines de passage à l'acte qui vont couper le sujet de lui-même dans une quête paradoxale du vide. Ces formes d'agir témoignent justement de cette dissociation généralisée, devenue structurelle, symptôme d'une rupture anthropologique. Et donc l'objectif, si vous voulez, de ces pratiques dissociatives, ce n'est pas du tout de se connecter à soi, mais c'est toujours de se déconnecter de soi, de se déconnecter de son corps. C'est une forme de passage à l'acte qui va consister en une déviation subjective de l'expérience du sentiment de soi, comme une relocalisation du sujet à la surface de lui-même. C'est une manière tout à fait contemporaine de parler du faux self, ou des formes d'imposture normale dont parlait Helen Dutch. Donc cette manière de se désensibiliser, de flotter à la surface de soi-même, à la recherche du vide, donc va se trouver dans de très nombreuses conduites contemporaines. L'exemple le plus saisissant, c'est sans doute celui effectivement de ces personnes, les yeux rivés à leur téléphone comme hypnotisés.
une illustration qui manifeste encore cette désubjectivation. Certains adolescents vont utiliser aussi, vont s'adonner d'une manière excessive à des pratiques proches du rêve lucide ou ce qu'on va appeler le shifting, c'est-à-dire cette expérience mentale qui va consister à s'immerger dans des expériences presque hypnotiques, quasi hypnotiques, pour incarner des personnages de la fiction. Mais le même phénomène existe chez les adultes qui vont utiliser certaines pratiques de développement personnel ou même la méditation comme pratique dissociative. Alors je ne dis pas que la méditation, c'est pas quelque chose qui fonctionne pour la santé mentale, c'est pas du tout ça. C'est l'utilisation qu'on en fait, bien sûr. C'est de la même façon que les technologies. C'est-à-dire que là, ces sujets ne vont pas utiliser la méditation pour avoir une relation à leur pleine conscience, amplifier leur perception, etc. Au contraire, ils vont utiliser la méditation pour se couper de soi, pour se vider, pour ne plus être là. On retrouve aussi cette dissociation dans la relation aux informations, aux contenus médiatiques qui peuvent être consultés en permanence. Alors ce branchement à un flux permanent est un phénomène qui s'est accéléré avec la portabilité des systèmes informatiques qui a vu apparaître le scrolling, ce défilement ininterrompu qui effectivement crée à force des états quasi hypnotiques dans la psyché. Et ces sujets vont scroller pour les mêmes raisons qu'ils utilisent des techniques de développement personnel, c'est-à-dire que pour se déconnecter, se dissocier, recherchant à flotter à la surface d'eux-mêmes dans des états quasi hypnotiques. Et ce qui est intéressant là, de vous dire, c'est que c'est comme si le vide était recherché pour lui-même. C'est-à-dire que dans cette perspective contemporaine, c'est comme si le vide était devenu un objet négatif de convoitise chez le sujet contemporain. Alors, ces formes, la principale expression clinique de cette désubjectivation rampante, c'est sans doute la dépression, mais sous une forme tout à fait particulière qui peut passer complètement inaperçue sur le plan clinique. C'est ce qu'on appelle des dépressions blanches, qui se caractérisent par une absence d'affect, une désaffectation qui va vider le psychisme. Donc, dans ce type de dépression, il n'y a pas véritablement de plainte, c'est-à-dire que l'affect est coupé du sujet, laissant un état de dévitalisation. Et ça va rejoindre par certains aspects, pour celles et ceux qui l'ont déjà étudié, la dépression essentielle de l'école psychosomatique de Paris, c'est-à-dire des formes de dépression sans manifestation expressive. Et c'est le paradoxe d'une dépression sans affect, c'est-à-dire que le sujet ne ressent ni tristesse, ni angoisse apparente, car il va y avoir une suppression ou un abrasement des affects de douleur et d'angoisse, ce qui va aboutir au paradoxe d'une dépression indolore. Et alors, c'est souvent le corps qui va s'exprimer par la création de symptômes psychosomatiques, mais par ailleurs, dans la parole, comme je vous l'ai dit, par la manifestation, effectivement, à un niveau langagier de l'expression somatique de la souffrance psychique. Ras-le-bol, je suis las, je suis fatigué, je suis épuisé, etc. Alors cette dépression blanche, elle illustre une désubjectivation radicale, elle va exprimer moins un conflit psychique qu'une usure. Vraiment, les sujets aussi contemporains, les patients qu'on reçoit, parlent de ça, d'une usure. Vous voyez ? Une fatigue de l'existence elle-même. L'absence d'affect, le vide, va traduire une lassitude profonde, c'est-à-dire que le sujet ne parvient plus à se sentir vraiment en vie, ni à investir son histoire, ni à se projeter. Alors, comme l'a montré le sociologue Alain Ehrenberg, il s'agit d'une fatigue d'être soi, liée à l'épuisement de devoir constamment se construire, se définir, se réaliser dans un contexte où précisément les repères collectifs et symboliques se sont effacés. C'est-à-dire que le sujet privé de ces repères symboliques, eh bien, il s'effondre dans une forme d'épuisement existentiel. Alors, la dépression blanche, elle trouve aussi d'autres formes d'expression, ou plutôt elle est masquée par d'autres formes d'expression. Et ces expressions, elles parlent de la place que prend le stress
dans nos sociétés où les digues internes, elles sont sans cesse menacées de rompre devant toutes ces dérégulations contemporaines dont on a parlé. Le stress devient une modalité de régulation existentielle qui va prendre peu à peu la place du conflit psychique et des pulsions. Et ce phénomène va renvoyer à une ère où le toxique s'inscrit dans le champ de l'intime, pour reprendre une expression de Le Guide. Donc un phénomène clinique est notamment apparu ces dernières années, on en parlait, mais sous le nom de charge mentale, on pourrait le décrire comme effectivement un stress chronique, mais de la même façon, le burn-out, qui est considéré comme un épuisement lié à un stress chronique, ce n'est pas un hasard si ces nouvelles souffrances contemporaines, si ces nouveaux signifiants dans les souffrances contemporaines viennent émerger. Et dans les deux cas, burn-out, charge mentale, les sujets se plaignent de courir. Comme si le stress avait remplacé la vie pulsionnelle et pris la fonction d'un excitant minimal qui les maintient en mouvement. Et on voit ainsi se dessiner une nouvelle forme de désubjectivation, c'est-à-dire que le sujet est animé non plus par ses désirs, mais par le stress et par les tâches à accomplir comme moteur de son existence propre. Non. Et dans ce contexte de dissociation et de désubjectivation, certaines personnes vont développer ce que j'ai appelé des prothèses psychiques qui vont être conçues comme des tentatives pour maintenir ou pour reconstruire leur subjectivité grâce à une figure artificielle du double. Donc ces sujets vont chercher ailleurs un miroir, un moi auxiliaire, c'est-à-dire un dispositif externe qui vont leur permettre d'étayer une subjectivité en déroute, qui s'efface. Le recours à l'intelligence artificielle va illustrer très bien cette tendance, nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui vont vous dire utiliser les IA comme des psychologues. Mais si vous observez de plus près, elles font en réalité un usage voisin de celui d'un coach de vie, cherchant auprès de ces intelligences artificielles des indications pratiques sur ce qu'il convient de faire, de penser ou de dire dans telle ou telle situation, c'est-à-dire pour répondre à des interrogations existentielles. Le vide vidé de son vide, c'est le plein. Le vide rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le vide. Le plein vidé de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le plein. Le vide vidé de son plein, c'est le vide. Le plein rempli de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son vide, c'est le plein. Le vide vidé de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son plein, c'est le vide. Le plein rempli de son plein, c'est le vide. Le vide vidé de son vide, c'est le vide. C'est le plein vide. Le plein vide, vidé de son plein vide. De son vide, vide, rempli et vidé de son vide, vide, vidé de son plein, en plein vide. Autre secret du vide et du plein. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer. Donc, dans cette seconde partie, donc, je vous ai présenté le contexte contemporain qui a une influence sur effectivement l'expression du sujet aujourd'hui, et bien sûr de son identité. Parce que ce qui va être intéressant, et c'est pour ça aussi que je vous ai présenté ce contexte, c'est de vous dire qu'en parallèle à ces nouvelles modalités de souffrance psychique, à ces expressions de désubjectivation du sujet, eh bien d'autres formes d'expression subjective ont émergé. Certaines pourraient d'ailleurs sembler viser à restaurer une part des effets de cette désubjectivation dans un mouvement complémentaire de resubjectivation. Et donc, cette resubjectivation, elle
va s'accompagner en particulier d'une nouvelle relation subjective à la technique, aux technologies. Le sujet, parce qu'il est désubjectivé, cherche à devenir sujet autrement, en déléguant ou en prolongeant certaines de ses fonctions psychiques à des machines, comme on l'observe notamment avec les usages des smartphones, comme des intelligences artificielles aujourd'hui. Comme si la prothèse, précisément, n'était plus une prothèse. Comme si la prothèse devenait progressivement ce qu'on pourrait appeler une orthèse psychique, c'est-à-dire que le sujet ne se laisse plus remplacer par la technologie, mais il demande à étayer par la technologie une partie de sa subjectivité. Parce que ce qu'il faut envisager, c'est que le sujet va étendre son psychisme aux technologies. Et ça va être effectivement quelque chose qui va devoir nous faire travailler. C'est que nous avons la capacité, on y reviendra, mais je le dis un peu en préambule, nous avons la possibilité d'étendre notre surface psychique aux technologies, afin que ces technologies deviennent une partie de nous-mêmes, pourrait-on dire. Et donc, à l'ère des mondes numériques, on peut tout à la fois être hors de son corps, tout en restant dans son inconscient, à l'intérieur de son propre psychisme. Vous allez comprendre petit à petit cette pirouette paradoxale de l'émergence d'une intimité paradoxale, c'est-à-dire d'être à la fois hors de son corps et à l'intérieur de notre vie psychique, permis par un certain nombre de technologies qui nous permettent de créer une illusion subjectivante d'habiter ces technologies, on pourrait dire. Donc, notre intimité devient elle-même paradoxale, extérieure au corps, intérieure au moi, ce qui va traduire donc un bouleversement majeur dans l'expression de la subjectivité et dans la construction de l'identité. Alors pour comprendre ces nouvelles formes d'identité ou de subjectivité qu'on nomme dans la littérature scientifique ou dans les colloques technosubjectivité, pour évoquer que c'est une subjectivité à part parce qu'elle est à l'interface entre la réalité numérique et la réalité physique. Ce qui serait intéressant, c'est de nous placer dans la situation du sujet connecté, précisément, né avec la révolution technologique. Et il faut imaginer, bien sûr, que ces révolutions vont, bien sûr, créer les supports de ces révolutions. Les supports technologiques les supports technologiques vont créer un certain nombre de ruptures dans la subjectivité, comme avec les intelligences artificielles, mais j'en parlerai. Donc le monde tel que le sujet contemporain se le représente, le sujet connecté se le représente, n'est plus du tout celui de ses parents ou de ses éducateurs qui sont nés dans la culture du livre ou même dans la culture de la télévision, qui est finalement une culture assez linéaire. Dans sa vie psychique, le monde est composé à la fois du monde physique et du monde numérique. Et l'individu va passer constamment de l'un à l'autre dans une traversabilité continuelle. Alors, ce qui a permis ça, c'est sans doute effectivement la portabilité des systèmes informatiques. Le smartphone a été sans doute un élément majeur dans cette disruption technologique, parce que le téléphone portable, vous l'avez dans la main, et donc vous pouvez à la fois être immergé dans une réalité numérique et immergé dans une réalité physique. L'ordinateur permet ça, mais moins
que le smartphone qui véritablement métisse ces deux réalités numériques et physiques en temps réel. Et cette traversabilité, on peut penser qu'elle se loge aujourd'hui dans notre réalité psychique, dans le domaine de l'identité, comme dans le domaine de l'amour, de la sexualité, etc., etc. Donc on pourrait penser qu'il y a une forme d'hybridation psychique qui est en train de se développer. Et j'aime bien dire que le sujet contemporain, à certains égards, c'est un peu un poulpe qui change de forme sans cesse à mesure qu'il se connecte à des mondes numériques. Et c'est justement dans le contexte de cette resubjectivation, alors c'est aussi le contexte, c'est intéressant à poser pour le colloque parce que c'est aussi le contexte de cette resubjectivation, c'est aussi le contexte de résistance d'un certain nombre d'artistes qui ont voulu précisément résister face à la société de consommation en se réappropriant leur corps et en le manifestant par donc le body art, mais aussi le body hacking. Il y a des artistes effectivement illustres qui présentent ça, donc Orlan, Lucas Pira, etc., en France. Donc, à peu près dans ces mêmes années où la société de consommation commence effectivement à venir taper sur la construction subjective du sujet, eh bien, de nouvelles métaphores qui évoquent une métamorphose du sujet apparaissent. Donc c'est par exemple Donna Haraway, cyberféministe, en 1985 déjà, qui introduit le terme de cyborg dans la littérature scientifique pour approcher l'apparition anthropologique d'un être composite, hybride, fait de technologies et d'organismes, mais aussi une créature à l'interface entre la réalité sociale et la fiction. Cette tendance à une identité interfacée va traduirait une abstraction et une virtualisation croissante dans la construction identitaire. Parce que, effectivement, on assiste à une virtualisation du corps, à une abstraction du corps qui, d'ailleurs, prolonge les débats contemporains sur la différence des sexes, des genres, certains allant jusqu'à suggérer que le genre n'est plus une composante essentielle de l'identité, envisageant même une société post-genre. Parce que la construction identitaire, elle s'affirme de plus en plus comme fluide. Alors la fluidité, elle désigne habituellement le fait de sentir son genre, varier au cours du temps. Mais la fluidité ne se réduit pas au genre. Elle peut être étendue à d'autres aspects de l'identité et elle va décrire alors une évolution du sentiment même de son existence au cours du temps. C'est la fameuse... Vous voyez, on n'est plus... on était des sujets, maintenant on est des individus. On n'est plus des individus, on est des dividus. Autrement dit, pour supporter le fait qu'on n'arrive pas à être sujet, on va créer une identité qui est divisible à l'infini, qu'on croit divisible à l'infini. Ça, c'est une métaphore, évidemment, que j'évoque avec vous. Et si cette fluidité, elle tend à devenir une norme, c'est également parce que le sujet vit dans une société, comme on l'a dit, où l'existence elle-même est vécue comme fluide, voire liquide. C'est encore Bauman qui évoque une identité incapable de conserver sa forme, vécue dans une incertitude constante, etc. Alors, la révolution technologique, elle semble directement avoir participé de ces transformations de l'identité parce qu'elle permet en temps réel un métissage de l'identité du corps et sa virtualisation. Parce que d'un côté, le sujet peut créer une identité numérique à distance de la relation à son propre corps physique.
C'est-à-dire que de plus en plus, dans le développement de l'individu, le corps physique n'est plus le seul point d'ancrage de l'identité. Il est redoublé par un corps numérique. Donc ça, c'est absolument fondamental parce qu'on comprend un certain nombre d'usages dont je vais parler tout à l'heure vis-à-vis de la technologie, quand on comprend qu'effectivement, le corps physique n'est plus le seul point d'ancrage du développement de l'identité, mais également un autre point d'ancrage est le corps numérique. Et évidemment, plus la réalité sera métissée par des technologies, plus sans doute ce développement va se faire. Hein. Il faut savoir que les industriels, il y a eu un certain nombre de ratages, mais les industriels des nouvelles technologies, ou plutôt c'est plus des nouvelles technologies, mais des technologies, dépensent beaucoup d'argent dans des techniques de métissage, hein, dans des technologies de métissage, à l'instar de lunettes de réalité augmentée qui, en temps réel, vont métisser, encore une fois, dans la perception même, la réalité physique et la réalité numérique. Et donc demain, si effectivement je regarde quelqu'un qui veut se présenter d'une certaine façon et que j'ai un dispositif technologique qui me le représente, qui me le fait percevoir comme la personne veut se le représenter, il y aura effectivement une disruption majeure dans la perception et dans la représentation de soi comme des autres. Et qui a déjà commencé, c'est une disruption un peu rampante comme ça. Alors de l'autre, c'est ça aussi qui est important à envisager. Non seulement donc le corps n'est plus le seul point d'ancrage de l'identité, mais d'autre part, on peut s'identifier à des figures humaines, évidemment, mais aussi à des personnages de fiction, ou à des entités virtuelles commandées par des intelligences artificielles. Autrement dit, les supports d'identification ne sont plus simplement nos parents, nos éducateurs, nos pères, ils sont aussi des entités numériques et artificielles avec lesquelles nous interagissons. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ce que disait Donna Haraway sur le fait qu'on devient une créature hybride à l'interface entre la réalité sociale et la fiction. Donc, dans l'identité actuelle, on pourrait penser qu'il y a une abstraction, une malléabilité, une virtualisation de l'existence. Les espaces numériques vont faciliter une forme de travestissement et de lifting virtuel, parce que, c'est ça qui est important, c'est que le sujet actuel, il construit l'image de son corps, non seulement à partir de son corps physique, mais également à partir de son corps numérique. Comme vous le voyez effectivement sur cette image, c'est-à-dire que ce que l'on voit dans le miroir, c'est aussi effectivement une image numérique où on expérimente de nouveaux imaginaires de son corps et de son identité, parfois dans une déconstruction créative du genre par la mise en œuvre d'attitudes différentes de son sexe biologique. D'ailleurs, pour les personnes qui effectivement ont une construction particulière du genre, il n'est pas rare qu'elles vous disent qu'effectivement, elles expérimentent à même les réseaux numériques, des identités numériques qui sont en relation avec le genre qu'elles imaginent être s'auto-représenter pour elles-mêmes. Alors ce qui est intéressant, c'est que le support de ce métissage, c'est l'avatar, parce que l'avatar, ce que vous voyez à cette image, c'est une représentation effectivement virtuelle d'un personnage, d'une personne, qui peut être très éloigné du corps physique et prendre toutes les formes, appartenir à des registres très variés, ayant trait au vivant, à l'humain, à l'animal, mais aussi au monstre, à la fiction, etc., etc., etc. Et l'avatar est intéressant parce qu'il, à mon avis, condense ce nouveau visage de la fluidité et de la virtualisation de l'identité en tant que, précisément, on devient de plus en plus, ou un certain nombre de sujets deviennent de plus en plus à soi-même, à eux-mêmes, leur propre avatar. Donc,
cette métamorphose va ouvrir vers une ère de l'identité transformable, interchangeable, auto-créée, qui interroge évidemment aussi sur un risque de vacillement identitaire, suscitant un passage d'une forme à une autre, d'une identité à une autre. Alors, ce qui va être intéressant pour nous maintenant, donc on va encore plus rentrer dans le vif du sujet, parce que maintenant, je vais pouvoir vous présenter ce qui permet ce que j'ai présenté juste avant. Qu'est-ce qui permet dans les processus psychiques la relation subjective aux technologies? Alors, ce qui permet cette relation subjective aux technologies, c'est ce que j'ai appelé le moi cyborg. C'est-à-dire que les machines vont progressivement être un prolongement réflexif du sujet. En effet, on pourrait penser que on a, encore une fois, une relation tout à fait particulière à ces objets technologiques. Je vous dirai un peu pourquoi après, à la fin de la présentation. Dans la mesure où ces objets technologiques sont autant de supports qui vont permettre au sujet d'entrer en relation subjective, psychique avec lui-même. Et pour le dire autrement, les espaces numériques, par exemple, dont les réseaux sociaux, sont non seulement représentés comme un autre monde, mais ils sont aussi vécus dynamiquement à l'intérieur de notre inconscient comme des espaces internes qui peuvent alors prendre la place de fonctions psychiques. Donc, comme je le disais simplement tout à l'heure, on est à la fois à l'intérieur de ces espaces technologiques comme nous sommes à l'intérieur de notre espace psychique. Alors, pour le comprendre, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, le comportement d'un adolescent à qui on va confisquer son portable ou sa console de jeux vidéo. Bon. Alors, ce que vous allez voir si vous confisquez sa console de jeux vidéo ou son portable, c'est qu'il va avoir, dans un certain nombre de cas, une réaction extrêmement vive. Sur le plan dépressif ou celui même de l'agressivité. Comme si quoi? Comme si on lui avait arraché une partie de sa vie psychique. Comme si on l'avait amputé d'une partie de lui-même. Ce qu'il faut envisager maintenant, c'est que cette réaction très vive pourrait être liée à ce prolongement de la vie psychique aux technologies, parce que les contenus personnels qui sont déposés dans le téléphone sont intimes, internes, et toute intrusion va être vécue comme une effraction dans la vie psychique, et non pas simplement une effraction dans le téléphone, pas simplement comme une violation matérielle. Vous voyez, ça c'est vraiment fondamental d'envisager que si nous avons une relation de prolongement psychique avec les technologies, si autrement dit, nous déposons à l'intérieur d'elles un certain nombre de contenus psychiques et que inconsciemment nous vivons dans la relation aux technologies comme à l'intérieur de notre propre vie psychique, bien sûr que l'effraction matérielle est une effraction psychique, est vécue comme une effraction psychique. Alors, deuxième exemple, la violence parfois débridée sur les réseaux sociaux. Les comportements des internautes sur les réseaux sociaux. Alors, il faut imaginer ça. On va essayer de l'envisager en envisageant d'abord ce qu'il se passe entre deux personnes en face à face
dans un contexte de dispute. Bon. Par exemple, vous êtes dans le cadre de votre travail en face à face avec un manager qui est insupportable, qui suscite beaucoup d'agressivité à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de votre moi, autant que vous pouviez y avoir accès, des contenus qui vont être bruts, agressifs. Vous allez l'insulter à l'intérieur de votre tête, vous allez même parfois imaginer ce que vous pourriez lui faire, etc. Mais ça reste à l'intérieur de votre moi, parce que heureusement, nous avons d'une part un surmoi, d'autre part une surface psychique qui nous enveloppe et qui délimite un dedans d'un dehors. Maintenant, imaginez que précisément cette surface psychique s'étende aux technologies. Autrement dit, cette surface qui est délimitante entre un dedans et un dehors, elle s'étend, elle s'amplifie, au point où les technologies deviennent une nouvelle surface pour le moi. Eh bien, ce que vous avez à l'intérieur de votre vie psychique va se déverser beaucoup plus facilement, comme quand vous avez un dialogue interne, personnel, avec vous-même. C'est, à mon avis, à mon sens, pourquoi, dans toutes les études scientifiques qui portent sur la cyberviolence ou le cyberharcèlement, on ne trouve pas de profil psychologique type du cyberharceleur, mais des profils de situation. Parce qu'une toute petite proportion des cyberharceleurs sont des psychopathes, bien sûr, mais la majorité des cyberharceleurs sont plutôt pris dans ce que j'évoque avec vous là, c'est-à-dire dans une sorte d'être pris au piège à l'intérieur de leur propre appareil psychique, à déverser des contenus qui sont extrêmement bruts, comme ils l'auraient fait à l'intérieur de leur vie psychique, dans un face-à-face avec quelqu'un. Et donc, il y a aussi ce paradoxe entre la violence sur les réseaux sociaux, qui est tout à fait fantasmatique et imaginaire, et la violence reçue par les victimes de cyberharcèlement, qui, elle, est tout à fait réelle et tout à fait impactante. Donc il y a une distance fondamentale entre la teneur de l'un et de l'autre. Alors, John Seller, le psychologue américain, a nommé cet effet un effet de désinhibition en ligne. C'est-à-dire que les internautes vont tenir dans le cyberespace des propos qu'ils ne tiendraient jamais dans la réalité physique. Autrement dit, quand vous regardez des commentaires, quand vous lisez des commentaires sur les réseaux sociaux, ce à quoi vous avez accès, c'est à la vie psychique des sujets. Vous voyez à l'intérieur d'eux ce qu'il y a dans leur tête. Et c'est pas beau ce qu'il y a dans la tête des gens. Avant que ça soit filtré par un certain nombre d'instances qui nous permettent précisément d'être civilisés. Mais tout ça ne s'applique pas qu'aux réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je prendrai l'exemple des comportements en voiture des automobilistes. Parce que les comportements des automobilistes sont souvent débridés. Chez certaines personnes, sont débridés. Comme si, quand l'automobiliste entrait dans sa voiture, il rentrait dans sa tête, dans un espace privé interne, plus ou moins éloigné de la réalité concrète. Et donc, ce n'est pas pour vous dire que c'est uniquement les technologies comme les réseaux sociaux qui permettent ça. Je crois que c'est toutes les technologies qui nous permettent d'habiter un espace privé. Habiter, d'avoir le sentiment d'être chez nous, entre guillemets, d'être à l'intérieur de notre vie psychique, protégé. Comme si ces technologies nous permettaient, encore une fois, d'évoquer pour nous une peau, une limite corporelle qui nous permet de nous sentir en sécurité, bien au chaud, à l'intérieur de chez nous, de notre propre moi. Même si, bien sûr, le moi n'est pas maître en sa propre demeure, comme disait Freud, évidemment.
Ce phénomène, je l'ai appelé l'auto-empathie virtuelle. C'était un phénomène de dédoublement, mais je vais plutôt vous présenter, continuer à vous présenter, le lien entre l'individu et sa technologie, le sujet et sa technologie, par le biais d'abord du lien entre le cerveau et donc le cerveau comme partie du corps et le sujet. Parce que je crois fondamentalement que ces technologies nous permettent d'étayer notre vie psychique parce qu'elles permettent d'abord d'étayer notre schéma corporel. Mais on va en parler. Donc, on pourrait dire, si vous voulez, que entre le sujet et la technologie, il y a deux boucles d'interaction dans les processus psychiques. D'une part avec le cerveau, entre le cerveau et la technologie, et d'autre part entre le psychisme et la technologie, bien que le psychisme, évidemment, s'étaye non seulement sur le cerveau, mais sur une partie du corps, bien sûr, et notamment sur la peau, sur les fonctions de la peau, plutôt, ou sur les fonctions qu'on se représente de la peau. Alors, comme on le sait, si vous voulez, le cerveau, il va simuler. C'est un simulateur perpétuel, et il va simuler quelque chose d'intéressant, il va simuler le corps, par le biais du schéma corporel. Parce que le schéma corporel, c'est quoi? C'est une représentation interne qui va fonctionner comme un double virtuel du corps dans le cerveau, qui va vous permettre d'utiliser d'utiliser votre corps. C'est-à-dire que si effectivement vous n'aviez pas cette représentation virtuelle en amont de par exemple marcher, eh bien ce serait très compliqué. Vous seriez obligé de toujours penser au fait que vous êtes en train de marcher. Non, en fait, les études neuroscientifiques montrent qu'en fait on marche avant de marcher. C'est-à-dire que nous avons une représentation virtuelle dans notre cerveau, qui est donc le schéma corporel, en puissance d'exister et qui nous permet de simuler les actes avant qu'ils ne se produisent. Ce qui nous permet de rattraper des balles. Par exemple, si on vous envoie une balle, vous l'anticipez, vous ne la prenez pas dans la figure, sauf si elle est vraiment très rapide, vous ne la prenez pas dans la figure parce que précisément vous avez anticipé le geste à donner, la force, la distance, etc. etc. Donc ça, c'est ce que permet le schéma corporel. Bon. On pourrait dire, on pourrait penser, on pourrait faire l'hypothèse, enfin un certain nombre d'études le montrent en tout cas, que ce corps simulé, ce corps virtuel, à même le cerveau, eh bien, va se trouver ensuite externalisé dans une technologie ou à la surface d'une technologie. Autrement dit, le sujet va projeter sans cesse ses capacités, ses fonctions dans des artefacts. Et c'est peut-être une de ses particularités d'ailleurs à l'être humain. Alors, il y a une étude qui est très intéressante pour illustrer ce phénomène qui s'appelle l'illusion de la main de caoutchouc. Alors, l'illusion de la main de caoutchouc, c'est une étude qui date de 1998, qui a formé ensuite un paradigme qui est vraiment central aujourd'hui dans la question de la relation entre l'homme et les techniques, donc par Brodvinnik et Cohen. Alors cette expérience, comme vous le voyez, elle va consister à asseoir une personne devant une table, les deux bras posés devant elle. Et on va dissimuler un des deux bras par un écran et le remplacer par un bras de caoutchouc. Donc là, vous voyez sur l'image qu'on va dissimuler par l'écran son bras gauche, le remplacer par un bras de caoutchouc. Donc, son bras gauche devient le bras de caoutchouc devant lui. Puis, l'expérimentateur va toucher simultanément le bras caché, donc le bras gauche ici, et le bras de caoutchouc. Par un petit, donc c'est souvent un pinceau. Donc l'expérimentateur va toucher avec deux pinceaux simultanément le bras de caoutchouc et la main gauche qui est cachée. Et au cours de quelques essais, la personne a l'impression que la main de caoutchouc est sa propre main, c'est-à-dire qu'elle a transféré la propriété sensorielle de son bras
aux membres de caoutchouc. Et certaines études ont même montré que si vous piquez avec une aiguille la main de caoutchouc, la personne ressent une douleur dans sa main réelle. Alors, dans une expérience semblable qui est basée sur effectivement ce paradigme de la main de caoutchouc, qui est tout aussi parlante, mais qui est intéressante pour penser précisément ces métamorphoses à venir du corps, de la représentation de son corps, c'est qu'on a plongé dans la réalité virtuelle des sujets, on a créé un avatar à 6 doigts, comme vous le voyez. Donc, la personne est plongée en réalité virtuelle. Quand elle regarde sa main physique, en fait, elle voit une main à 6 doigts, qui est évidemment en correspondance avec sa main réelle, qui bouge en même temps que sa main réelle. Et les sujets, on va leur demander de reconnaître le doigt numérique qui a bougé en correspondance avec leur propre doigt de la main. Et la majorité des sujets dans ces études, s'est approprié la main à 6 doigts comme si elle était la leur. Et fait significatif, une sensation de manque s'est manifestée lorsque l'on rétablissait numériquement la main à 5 doigts, ou lorsqu'on éloignait le sujet de cette expérience, il y avait une sensation de manque, comme vous avez une sensation de manque avec certaines technologies, hein, effectivement, parfois avec vos lunettes, parfois... Ces expériences, qu'est-ce qu'elles montrent? À la fois une externalisation, mais aussi une internalisation des propriétés de l'objet technique dans le schéma corporel. Autrement dit, pour utiliser une technologie, le sujet va devoir en construire une représentation inconsciente qui fonctionne à la fois comme un double et comme une extension de son corps. Et une fois que la technologie elle a été intégrée, elle devient comme un second squelette. C'est exactement la même chose que l'expérience que vous pouvez faire si vous êtes conducteur. Quand vous avez une nouvelle voiture ou vous êtes nouveau conducteur, vous ne savez pas apprécier les distances entre la carrosserie et le trottoir. Vous prenez des murs, vous prenez des trottoirs. Bon. Et puis tout d'un coup, magiquement, vous ne les prenez plus, les trottoirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre schéma corporel a intégré la carrosserie, a internalisé les propriétés de l'objet technique à l'intérieur de votre schéma corporel, et finalement, quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans votre corps. Donc c'est là, vous voyez, à mon avis, précisément ce qui va permettre au mot cyborg d'exister, c'est que l'objet technique est internalisé à l'intérieur de notre cerveau comme une propriété additionnelle, on va dire, du corps, et donc va pouvoir étayer un certain nombre de fonctions psychiques ensuite. Autrement dit, les objets techniques ont cette capacité à créer des représentations d'actions corporelles, des représentations incarnées. Donc, la technologie, petit à petit, va se manifester maintenant comme une donnée du corps dans le cerveau qui va impliquer une transformation consécutive du schéma corporel. C'est ce qui va vous permettre d'utiliser un outil et de l'utiliser bien. Parce que, précisément, il est internalisé à l'intérieur de votre schéma corporel, c'est le prolongement de votre corps, donc vous allez l'utiliser avec minutie. Plus ou moins selon les sujets. D'ailleurs, quelqu'un qui conduit mal, c'est pas parce qu'il conduit mal, hein. La plupart du temps, c'est parce qu'il a un problème avec son schéma corporel. Technologie donc, et psychisme, pour vous dire que, en fait, cette boucle pré-réflexive dont tu as parlé, elle ne suffit pas à envisager la relation subjective aux technologies, parce que l'objet technique, il doit être aussi investi subjectivement pour devenir partie prenante du psychisme. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose d'avoir un bras artificiel et de pouvoir le commander, de pouvoir l'internaliser comme une propriété sensorielle, comme un prolongement de son schéma corporel. Mais c'est une autre chose pour le sujet de se dire « ce bras est à moi, c'est moi ». Vous
voyez, dans le premier cas, effectivement, on internalise le bras artificiel comme une donnée de notre corps dans notre cerveau, très bien, on peut l'utiliser, mais c'est bien autre chose de pouvoir dire c'est mon bras. De la même façon, je vais vous donner un autre exemple, mais dans les prothèses esthétiques, hein, les chirurgiens esthétiques rencontrent cette difficulté où effectivement vous avez un certain nombre de patients pour les prothèses mammaires qui ne vont pas réussir, si on peut parler de réussite, à avoir une relation subjective avec leur prothèse mammaire au point de dire « ce sont mes seins ». Et donc il va y avoir un décalage effectivement entre l'objet et soi. Donc on observe une boucle réflexive. Donc la première dimension de cette boucle réflexive dans le psychisme, c'est ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'extension de l'image, de la surface du psychisme, mais c'est aussi l'extension de l'image du corps. Et si on prolonge un certain nombre on prolonge notre image du corps aux technologies et non plus notre schéma corporel, on y délègue un certain nombre d'enjeux. Ce pourquoi, à mon avis, les adolescents investissent autant, en pleine construction de leur image du corps, les skins de leurs personnages de jeux vidéo, c'est-à-dire les habits, les peaux de leurs personnages de jeux vidéo. Si vous regardez Fortnite, par exemple, donc vous connaissez, hein, c'est un battle royale numérique, free-to-play, etc., qui est vraiment très très joué par nos ados. L'ensemble de leurs microtransactions, c'est des skins. Ce sont des peaux de leurs avatars. Donc ils vont investir la peau des avatars. De la même façon, c'est également, à mon avis, pourquoi le numérique devient un autre miroir du corps. Ce dont a rendu compte aussi pendant le confinement, il y a la pandémie du Covid, le Zoom Boom apparu avec le télétravail, c'est-à-dire que cette envie impérieuse de paraître dans une vidéoconférence avec une bonne mine qui va augmenter en retour les consultations de médecine esthétique. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant qui est en train d'apparaître dans la chirurgie esthétique, c'est des patients qui viennent les voir, leur dire « voilà à quoi j'ai envie de ressembler » et qu'est-ce qu'ils leur montrent? Précisément les images filtrées de leur image du corps sur les réseaux sociaux. Autrement dit, on ne crée plus seulement son avatar en fonction de sa propre image, mais on se construit soi-même en relation avec son avatar. Et ça, c'est absolument fondamental. À mon avis, c'est un changement de paradigme identitaire. On va se créer soi-même en fonction de la représentation que nous avons de notre avatar. Notre avatar est ainsi, il est filtré, alors je veux être ainsi. Donc, ce qui est le corps est l'objet d'une transformation, d'une personnalisation, la peau, l'image du corps. Mais, comme vous avez compris, dans le monde contemporain, ce n'est plus seulement le corps physique, mais c'est aussi la peau numérique. Et je vais en terminer par cette vignette, parce que, à mon avis, les quelques exemples que j'ai pu vous montrer, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps évidemment, mais vont être exemplaires de la situation de projection de son propre corps sur des objets. Mais pourquoi le moi va se jeter spécialement sur ces objets plutôt que sur d'autres objets de la réalité? Ce qu'on peut dire, c'est que donc cette projection, cette externalisation, cette internalisation, elle interroge la propriété même des objets techniques pour l'inconscient. Et on pourrait penser que ces objets, ils ont un imaginaire tout à fait particulier dans le psychisme, c'est-à-dire qu'ils se trouvent précisément et d'emblée en relation avec le corps. Donc, on peut revenir, pour le comprendre, avec le philosophe Ken Gillem, sur les rapports du corps à la machine. Donc, le philosophe, il a proposé d'inverser la formule de Descartes concernant les rapports de l'organisme et de la machine. Ce ne sont pas
les organismes qui sont des machines perfectionnées, comme le croyait Descartes, nous dit Kenguilhem, mais c'est la machine qui est un organe. Autrement dit, la technique s'inscrit dans le prolongement d'une activité vitale. Et donc les outils pour Kenguilhem sont des sortes d'organes techniques. Alors ce qui signifie, nous dit aussi le philosophe Hocquet, que les outils sont des organes, des instruments de survie, simplement par opposition aux organes intérieurs que décrit l'anatomie, ce sont des organes d'un genre nouveau, plus extérieur, plus abstrait, plus artificiel que les organes intérieurs. Autrement dit, les objets techniques semblent se parer dans l'inconscient de notre propre peau, de notre propre corps. Alors comment comprendre que ces objets se parent ainsi de notre corps? Parce qu'ils sont fabriqués à partir de notre corps. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est un processus qui a été brillamment repéré par Leroi-Gourhan, qui rappelle que l'humain est avant tout un être technique, qui façonne ses interactions avec son milieu à l'aide d'outils dont la conception est tirée de l'externalisation des caractéristiques du corps humain. Donc le bras artificiel utilisé dans l'industrie, c'est une externalisation de notre bras. L'intelligence artificielle, c'est une externalisation de notre appareil à langage, si on prend les modèles les LLM. Etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on a de cesse de fabriquer des outils qui sont l'externalisation des caractéristiques de notre corps humain. Et donc, si les technologies sont représentées au niveau de notre inconscient comme des prolongements de notre peau, eh bien c'est parce qu'elles sont elles-mêmes, à mon avis, un dérivé partiel de notre corps d'emblée. Merci. Prête-moi ta cervelle, cède-moi ton cerceau, ta cédille, ta certitude. Cette cerise, cède-moi cette cerise, ou à peu près une autre. Cerne-moi de tes cernes, précipite-toi dans le centre de mon être, sois le cercle de ce cercle, le triangle de ce cercle, la quadrature de mes ongles, soit ceci ou cela, ou à peu près un autre. Mais suis-moi, précède-moi, séduction. Entre la nuit de ton nu et le jour de tes jours, entre la vie de ton visage et la pie de tes pieds, entre le temps de tes tempes et l'espace de ton esprit, entre la fronde de ton front et les pierres de tes paupières, entre le vent de ton ventre et les nuages de ton nu, entre le nu de ta nuque et la vue de ta vulve, entre la scie de tes cils et le bois de tes doigts, entre le bout de tes doigts et le bout de ta boucle, entre le nez de tes nerfs et la fée de tes fesses, entre l'air de ta chair et les larmes de ton âme, entre l'eau de ta peau et le seau de tes os, entre la terre de tes artères et le feu de ton souffle, entre le sein de tes seins et les seins de tes mains, entre les villes de ta cheville et la nacelle de tes aisselles, entre la muse de tes muscles et la méduse de ton médius, entre le menton de ton menton et le tulle de ta rotule, entre la pulpe de ta pupille et la serre de tes cernes, entre les oreilles de tes orteils et le cervelet de ton cerveau, entre les frontières de ton front et le visage de ton visage, entre le pouls de tes poumons et le pouls de ton pouce, entre les plantes de tes plantes et le palais de ton palais, entre les roues de tes joues et les lombes de tes jambes, entre la haine de ton haine et les haines de tes veines, entre les cuisses de tes caresses et l'odeur de ton cœur, entre le génie de tes genoux et le nom du nombre du nombril de ton ombre,
l'écho du corps, Gerasim Luca. Merci Fabio, merci Frédéric pour cette belle intervention. Je vais donc maintenant passer le micro à Nathalie, notre discutante, pour qu'on puisse lancer le débat. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Frédéric pour cette présentation. Donc j'ai noté un certain nombre de choses, mais quand vous parlez d'externalisation, mais aussi d'une internalisation de la technologie qui doit être, que le sujet doit s'approprier subjectivement, doit l'investir. En fait, ça me faisait penser à l'histoire des greffes aussi, de la greffe qui arrive comme ça en remplacer ce qui manque ou remplacer ce qui dysfonctionne et qui peut être accepté ou rejeté aussi. J'ai noté plein de choses. C'était vraiment intéressant de considérer que le moi pouvait s'étendre comme ça sur des interfaces avec cette boucle réflexive. Et c'est vrai qu'il y a cette idée que ce corps-là, on pourrait le contrôler, on pourrait l'optimiser, le modifier quand le corps réel nous échappe en fait. Et du coup, je trouvais cet aspect particulièrement intéressant par rapport à la construction aussi du sujet. Je sais pas, Nora, si tu veux. Donc d'ici quelques temps, nous n'aurons plus besoin de miroir. Juste une interface pour nous maquiller le matin, pour nous habiller. C'est quand même assez fou quand on y réfléchit. Et en même temps, quand on a parlé du délitement du lien social, ça m'a fait penser à un film qui est sorti quand même dans les années 90 et qui s'appelle Fight Club, où on a justement la mise en exposition de ce délitement du lien social, de la solitude du sujet et des relations Kleenex, donc il parle beaucoup. Et le héros, à un moment donné, cherche un lieu qui fasse fonction symbolique. Et il va le trouver dans le club où on se tape dessus. Et je trouvais que c'était quand même intéressant de vérifier que l'appel au corps vient ramener quelque chose du sujet dans son identité. C'est en combattant l'autre qu'il réintègre son corps d'homme. Mais si ce film avait été fait en 2024, est-ce qu'il aurait eu cette possibilité ou ce désir d'aller rejoindre une communauté de boxeurs? C'est la question que je me pose. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien que, peut-être dans la salle, s'il y a des questions, que vous n'hésitiez pas à les poser, parce qu'on est là aussi pour ça, pour débattre, pour essayer d'y comprendre un petit peu plus sur ce qui nous intéresse. On parle beaucoup de l'IA en ce moment. Ça serait bien qu'on puisse aussi dédramatiser, décortiquer, dire aussi ce qui nous inquiète ou ce qui, au contraire, nous transcende dans cette IA. Donc n'hésitez pas. Comme j'ai pu en parler hier en aparté, dans l'histoire, toutes les grandes révolutions technologiques ont engendré des phénomènes de panique morale très forts, parce que précisément ils viennent créer cette disruption dont on parle. Disruption. C'est-à-dire qu'il y a un avant, un après. L'intelligence artificielle, il y a un avant et un après. Et non seulement il y a un avant et un après, mais c'est irréversible. C'est ça la disruption. C'est-à-dire que non seulement il y a un avant et un après, et en plus de ça, c'est irréversible. Ce qui est nécessairement le sujet d'angoisse existentielle majeure chez tout un chacun. D'ailleurs, vous l'avez observé, depuis que l'intelligence artificielle... Alors, c'est pas vrai ce que j'allais dire. Depuis que ChatGPT existe, parce que l'intelligence artificielle remonte à bien plus longtemps que ChatGPT, mais ChatGPT vient... Alors, je vais vous dire ce qu'il vient nous faire. Mais, depuis que ChatGPT est arrivé sur le marché, on va dire, il y a effectivement un très grand nombre d'angoisses qui prospèrent,
Parce que, et une des angoisses fondamentales, c'est celle de se dire, mais alors, je vais être remplacé. Mais alors, une machine peut être plus intelligente que moi. Mais alors, elle peut parler aussi bien que moi, voire mieux. Autrement dit, ChatGPT crée un certain nombre d'angoisses parce qu'elle vient nous déposséder de ce que nous pensions être, faire partie de la spécificité de l'être humain. Et ce que nous avons, si vous regardez avant ChatGPT, ce qui nous permettait de nous distinguer du vivant, en tout cas d'une partie du vivant, c'était le langage. C'est-à-dire, bah oui, mais on est doué de langage, et bon, bah aujourd'hui, il y a une machine qui est capable de parler, de manier un certain nombre de créer une simulation d'appareils de langage qui est tellement convaincante qu'on a le sentiment, que certaines personnes ont le sentiment de pouvoir parler avec une machine comme avec un être humain. Plus que ça, elles ont parfois l'impression de parler avec une machine plus humaine que l'être humain ne l'est. Ça, c'est une nouvelle... c'est aussi fondamental à penser, c'est que effectivement, on va rencontrer un certain nombre d'effets cliniques qui vont être assez intéressants à envisager quand vous savez que vous avez des sujets qui vont vous dire moi je parle avec des machines parce qu'elles sont plus humaines que des humains. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en tout cas, pour elles, c'est ça. Pour ces personnes-là, c'est ça. Donc, ces machines, elles vont créer une blessure narcissique fondamentale. Et cette blessure narcissique, une des premières façons de l'éviter, c'est d'avoir peur de ces objets technologiques. D'avoir peur de ces objets technologiques. C'est-à-dire qu'une manière de restaurer son estime de soi, de restaurer la blessure narcissique que nous cause l'existence de ces technologies, c'est de nous dire, je sais pas, soit elles vont, c'est un drame pour l'humanité, elles vont tout saccager, soit ça sert à rien, soit etc. C'est-à-dire les éviter, pour précisément éviter le contexte interne d'un conflit psychique qui vient redéfinir notre existence. Parce que c'est précisément ça que les machines créent, c'est une redéfinition de nos représentations, et en l'occurrence de nos représentations très précoces. Quelle est la différence entre le vivant et l'humain? Quelle est la différence entre entre l'humain et l'objet? En fait, le ChatGPT vient redéfinir les repères habituels de la subjectivité. Et donc, bien sûr que ça fait peur. Et c'est normal que ça fasse peur. Après, quand vous parlez d'un outil de manipulation, peut-être... Il y a la machine IA qui un certain nombre de chercheurs. En tout cas... Oui. Sans doute, et pour certains, et pour d'autres individus, c'est une réponse à l'anxiété qu'ils ressentent dans la société aussi. C'est-à-dire que c'est une manière de restaurer leur existence quand précisément tout s'effondre. Quand le métacadre environnemental s'effondre, quand la politique, on ne sait pas à qui se vouer, quand on ne sait pas si on va avoir d'enfants ou pas, quand on n'a plus de repères quant à sa filiation, quand on n'a plus de repères dans un schéma éducatif, etc. Il y a quelque chose qui est stable et constant, c'est la machine. Donc il y a certains sujets, à la différence donc d'autres, qui au contraire se désangoissent par la relation aux machines. Peut-être d'autant plus inquiétant, ça je ne le sais pas. Moi, je ne veux pas juger les individus, je m'intéresse aux représentations des individus. Donc ensuite, évidemment, ce sont des entreprises, donc elles gagnent de l'argent en captant votre attention, bien sûr. Mais de la même façon que la télévision gagnait de l'argent en captant votre attention.
Oui, je suis assez d'accord avec vous. En tout cas, ça fait partie des fantasmes qui nous occupent, mais il y en a d'autres. Donc le fantasme, effectivement, d'éternité existe avec la machine et qui trouve des supports concrets dans la machine. Par exemple, nous pouvons rendre légataire de notre compte, de compte de réseaux sociaux quelqu'un pour prolonger notre profil alors que nous serions décédés. Oui. Je ne sais pas si c'est terrible, moi. Pour vous, c'est terrible. Ouais. Comme. Tout à fait, oui. Il y a un épisode excellent encore une fois, de la série Black Mirror, où vous avez une femme qui est éperdument amoureuse d'un homme dans une relation très épanouissante, et cet homme meurt. Et une entreprise lui propose de le prolonger par l'intermédiaire d'abord d'un chatbot, donc d'une intelligence artificielle à l'image de ChatGPT. Donc elle commence à interagir par mail, etc. avec lui. Et puis l'entreprise lui propose ensuite de prolonger cette expérience en l'incarnant dans un robot qui ressemble trait pour trait à son défunt mari. À mon sens, ce n'est pas que la science-fiction. C'est-à-dire qu'effectivement, il est possible qu'un jour, on rencontre cette possibilité d'interagir avec des défunts par l'intermédiaire d'une intelligence artificielle qui simulerait la personnalité, etc., ce qui est déjà d'une certaine façon le cas. Mais ce qui est aussi intéressant dans la série, c'est qu'à un moment donné, cette femme en a assez que cet homme artificiel soit conforme à tout ce qu'elle a, à tout ce qu'elle a demandé que l'entreprise programme pour elle. Elle en a assez parce qu'effectivement, il est tout le temps là, il dit toujours oui à tout, il est très bienveillant, très bien. C'est exactement la relation que nous avons avec ChatGPT. Parce que ChatGPT, c'est pas fait pour être dans une altérité technologique, c'est fait pour vous redoubler. C'est un outil fait pour vous assister. Donc après, vous créez l'illusion que vous êtes avec une altérité et un autre, mais en fait, c'est un double. Et c'est ça qui est intéressant. Comme vous parliez de la différence entre les élites, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que les personnes qui sauront s'en servir vont se servir effectivement de ces technologies comme des doubles et des assistants pour amplifier leur potentialité intellectuelle plutôt que pour les remplacer. Et donc on va avoir des inégalités qui vont se former à même l'usage de cette technique-là, comme on en a aujourd'hui avec toutes les technologies. L'ordinateur peut être utilisé comme un... Exactement. L'ordinateur peut être utilisé comme un outil de travail, de création et de divertissement, et comme un outil uniquement de divertissement. Donc voilà. Non, vous m'avez bien entendu. Oui, effectivement, dans une certaine mesure, ce sont des tentatives de rattrapage du sujet, l'utilisation subjective des technologies, quant à cette dimension de vide existentiel qui parcourt l'être humain et de rattrapage non seulement identitaire mais relationnel. Parce
Parce que si effectivement le vide existentiel, tel qu'a pu le décrire notamment Axel Honneth, il n'est pas uniquement chez l'individu, à l'intérieur de l'individu, il est aussi entre les individus. Et si l'autre rentre en relation avec moi uniquement par intérêt, j'ai mieux intérêt à aller interagir avec des machines qui me considèrent, qui sont bienveillantes, qui sont empathiques. Et donc nous arrivons à ce paradoxe, que je répète, où certains individus aujourd'hui ont l'impression, ont le sentiment, ont la représentation qu'ils sont en interaction avec des machines plus humaines que quand ils sont en interaction avec des êtres humains. Et c'est là que c'est tout l'enjeu, à mon avis, c'est tout l'enjeu peut-être de la société, mais c'est tout l'enjeu clinique aussi. C'est qu'est-ce qu'on doit faire, effectivement, pour créer un rattrapage du sujet qui ne soit pas simplement créer un dispositif clinique qui soit une prothèse à son vide existentiel. Parce que ces patients, je vais en parler un peu, mais ces patients qui viennent au cabinet, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils viennent, hein, déjà. Ils n'ont pas vraiment de demande. Donc ils évoquent très souvent effectivement cette fermeture sur le somatique, et ils vous demandent une chose, c'est d'être un sujet à leur place. D'où le fait qu'il y a un retournement du transfert, c'est-à-dire que c'est plus des transferts par déplacement où on va projeter sur le thérapeute des figures ancestrales ou familiales et sur lesquelles on va rejouer effectivement des figures de désir, mais c'est je demande à l'autre d'être un sujet à ma place. Ce qui va créer une demande qui n'est pas une demande verbalisée, mais qui est une demande ressentie par le thérapeute, celle d'associer à la place du sujet, celle d'être là à la place du sujet, celle de parler à la place du sujet, etc., etc. Et donc il y a certaines méthodes qui y répondent parfaitement, et ces méthodes qui y répètent parfaitement ne font que renforcer précisément le besoin existentiel, enfin le besoin de suturer une angoisse existentielle par la fonction, c'est-à-dire il faut que je fonctionne, quoi. Faites en sorte que je fonctionne. Voilà, ça c'est la demande sous-jacente, c'est faites en sorte que je fonctionne, je dois fonctionner, je dois continuer à agir, à courir, à marcher, etc. Bon. C'est jamais une demande de désir, jamais. C'est pas une exception, mais c'est ce qu'on rencontre en clinique. On a des patients, soit qui effectivement n'investissent pas leur demande, sont orientés et sont dans ces souffrances neutralisées où effectivement derrière il y a des dépressions essentielles, blanches, voilà, d'abrasion, de suppression des affects, etc., de vide existentiel, tout ça. Et puis vous avez aussi certains sujets qui chutent, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se rencontrent, c'est-à-dire que la dissociation vient se défaire, ils se rencontrent et à ce moment-là, ils se rencontrent d'une manière catastrophique. Et on a des sujets effectivement qui viennent dans des états de crise existentielle forte. Et d'ailleurs, la plupart des symptômes de ces sujets sont soit la dépression essentielle, soit la crise existentielle. C'est-à-dire que c'est pas une dépression, c'est pas de l'anxiété, c'est une crise existentielle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment de rupture chez l'individu qui crée une sorte de chaos interne qui est évidemment à contenir très rapidement, mais c'est comme ça que je les rencontre, moi, ces sujets. Soit l'un, soit l'autre. Mais ce que je peux dire, et qui est aussi très important sur le plan clinique, c'est que ces sujets, ils nous épuisent. Parce que la particularité du contre-transfert, c'est le vide dans le contre-transfert. C'est ce qui permet d'ailleurs de savoir que nous avons affaire à ces problématiques, c'est que nous nous sentons lassés,
vide, ennuyé, vampirisé. Parce qu'il y a une demande, il n'y a pas une demande franche, mais il y a une demande silencieuse, c'est d'être un sujet à leur place. Donc pendant 45 minutes, 30 minutes, 1 heure, que sais-je, vous travaillez, quoi, quand le sujet n'est pas en capacité d'associer. Bien sûr, c'est fondamental. Moi non plus, je n'ai pas de réponse. Mais c'est aussi ce qui rend la question vertigineuse. C'est que précisément, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de sens, pour l'instant, à donner à ces questions. Et c'est aussi pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que effectivement, avant on pouvait renvoyer au sens. Donc voilà, il y a ce poème, il y a ça. On le fait moins, on le fait peu. De la même façon que il y avait un sens, par exemple, à être lié à une transmission particulière et à suivre des schémas particuliers, des schémas familiaux particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une colonne vertébrale dans le sens aussi qui était permise par la transmission, voilà, par la transmission du sens de génération en génération. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette transmission, elle vient à être coupée, rompue, où vous avez effectivement des patients que vous recevez qui vont vous dire « je ne sais plus à quel sein me vouer », et ils ne raccrochent pas à l'intérieur d'eux avec les schémas parentaux qu'ils ont hérités de leurs ancêtres, parce qu'en fait, il y a eu tellement d'informations qui sont venues brouiller leurs schémas et les contredire, et les remettre en question, et les dénigrer, les mépriser, qu'ils sont effectivement aussi dans une rupture de la transmission. À partir du moment où vous êtes dans une rupture de la transmission avec votre famille, vous êtes dans une rupture du sens et du symbolique dans votre vie en général. Donc à mon avis, c'est aussi ça. Et la question du langage, qu'est-ce qui va devenir ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que j'avais précisé que la blessure narcissique était le lieu d'une construction et d'un développement. C'est-à-dire que nous sommes développés avec la croyance, l'idée, la représentation que l'être humain, sa spécificité, c'était le langage, qu'il était beaucoup plus intelligent que tous les êtres vivants et que le monde entier et que les technologies. Et ça, c'est ça qui fait l'effet de l'inscription, c'est que c'est remis en question. Les générations qui arrivent, effectivement, elles ne sont pas du tout dans cette logique-là. Elles ne sont pas blessées dans leur construction. Elles le seront peut-être autrement, mais pas comme ça c'est sûr. Vous êtes dans la même position que moi quand je suis psy, j'essaie de remplir le vide. C'est ça ? Comment on accroche enfin, ce qui est intéressant en clinique, c'est qu'on a des outils conceptuels pour accrocher le patient, ça va peut-être vous permettre. On accroche le patient là où il est, pas là où on veut qu'il soit. Donc, si vous voulez accrocher un adolescent qui ne parle pas le même langage que vous, il faut être dans son langage. Mais c'est difficile parce qu'effectivement, ça vient re-questionner l'autorité, l'asymétrie, etc. Donc ça met dans une position inconfortable, mais c'est vrai que les positions basses peuvent être très intéressantes aujourd'hui avec des adolescents qui sont des experts en fait. Et c'est aussi ça qui permet de les accrocher, c'est de les valoriser comme des experts. Donc ils sont experts, ils pourraient vous transmettre un savoir, et vous n'imaginez pas parfois à quel point ils le sont experts. Vous avez des jeunes qui sont, vous avez l'impression qu'ils sont totalement déstructurés,
ils sont nuls en classe, etc. Et en fait, sont des grands joueurs de jeux professionnels qui ont une extrêmement grande intelligence à jouer, à fonctionner dans le monde numérique. Donc c'est vrai que c'est intéressant toujours d'être là où les sujets, c'est ça qui fonctionne. Et ensuite, le groupe fait fonction après. D'autres questions? Non? Bon. Bien, nous allons donc nous arrêter là. Merci Frédéric pour voilà, cette intervention. Merci pour vos questions. Je vous souhaite un bon samedi après-midi. Et puis, pardon. Laura, il faut aller voir l'œuvre de Jacqueline. Alors, est-ce que Jacqueline peut nous dire quelque chose de ce qu'elle a créé là? Oui, alors j'étais un peu perplexe et un peu mal à l'aise par rapport à la thématique d'aujourd'hui, l'homme connecté, l'homme cyborg. Et je ne voyais pas très bien ce que j'allais pouvoir représenter. Donc j'ai eu recours aux vidéos pour vous entendre et vous voir aussi, Monsieur Frédéric Tordeau. Donc écoutez, j'ai accroché dans votre discours à certains mots qui m'ont renvoyé à des images. Donc alors les mots, c'est le vide, le glissement aussi, le creux et le poreux. Et j'ai fait à partir de là des petites figurines comme des enveloppes un peu fantomatiques, vides, voilà, un contenant vide. Et puis après j'ai réfléchi, voilà, une autre image m'est venue par rapport à votre thématique de dépression blanche qui a évoqué l'image d'une tête pas trop expressive, un peu inaffective, et que je me suis mis à creuser au niveau de l'intérieur de la face et du crâne pour évoquer ce vide, ce gouffre dont vous parlez dans vos discours et dans vos livres. Voilà. Non, mais moi, j'ai pu lui dire en préambule déjà que je trouvais admirable le fait qu'on crée en même temps en temps d'une conférence. Je trouve que c'est vraiment ça met du sens. Voilà. Et effectivement, vous mettez à nouveau du sens. Alors, est-ce qu'on peut créer à partir du vide chez le sujet? Je n'en suis pas persuadé. Par contre, on peut créer à côté du vide, lui donner des bords, oui, et lui donner peut-être moins d'importance au vide, parce que le vide, il existe toujours. Et c'est peut-être, c'est aussi une erreur contemporaine quand on est, par exemple, traumatisé, de croire que si on va aller voir un psy, on va restaurer son traumatisme et se rebooter. Non. Le trauma négatif, s'il est à l'intérieur de nous, il existe. Le but, c'est de lui donner moins de place. C'est de le rendre visible au sujet d'une manière qu'il puisse se l'auto-représenter, et ensuite donner d'autres places à quelque chose d'autre. Donc effectivement, j'aime assez l'idée qu'il y ait un autre personnage qui vienne donner moins de... Voilà, voilà. Merci.